poursuit jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Bonjour David Doucan. Bonjour Nikos, bonjour à tous. L'actualité du jour avec vous. Des manifestations interdites, un préfet de police débarqué, une doctrine du maintien de l'ordre plus ferme. Le gouvernement tente de se ressaisir après le fiasco sécuritaire de samedi. Page complète dès le début de ce journal avec le Sénat qui n'entend pas se contenter de déclarations martiales. Le ministre de l'Intérieur devra s'expliquer aujourd'hui devant les parlementaires. Les sénateurs ont prévu de ne pas l'épargner. La course contre la montre des ostréiculteurs de Charente-Maritime. Il faut sauver les huîtres. Ils craignent l'arrivée d'une marée noire après le naufrage du Grande America. Et puis à 8h12, Vincent Herouet nous parlera de la campagne présidentielle qui est déjà lancée aux États-Unis. Et à 8h15, la réponse pénale est-elle à la hauteur face aux casseurs? Audrey Crespo-Mara reçoit la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Là maintenant on a des gens qui ne savent plus pourquoi ils sont dehors, sauf détruire, qui ne déposent aucune autorisation, ce qui n'est pas la manifestation de citoyens libres. Nous nous donnons donc les moyens d'interdire des périmètres. Oui, les samedis prochains, les Champs-Élysées seront interdits à toute forme de rassemblement. La première réaction publique d'Emmanuel Macron. C'était hier soir, tard à l'Élysée, le chef de l'État débattait avec des intellectuels et on vient de l'entendre, il promet une tolérance zéro désormais face aux casseurs. Les policiers auront mandat pour disperser tout rassemblement sur les Champs-Élysées notamment. Alors justement, allons-y sur cette avenue. Les commerçants sont-ils convaincus par la riposte proposée par le gouvernement? Reportage Victor Dolande. Les vitrines sont loin d'être réparées, mais les commerçants pensent déjà à samedi prochain. Interdire les manifestations sur les Champs-Élysées, ça ne servira à rien selon Aristide, vendeur dans un magasin de souvenirs. Je pense pas que ça va les arrêter. Au contraire, ils vont toujours trouver un moyen pour casser ou pour défier les autorités. Samy, lui, tient un kiosque à journaux au milieu de l'avenue. Samedi dernier, il a vu des commerces partir en fumée à quelques mètres de lui. Les annonces d'Édouard Philippe le rassurent, mais seulement à titre personnel. Je vous cache pas que ça me permet de souffler. Parce que nous, tous les samedis, on se dit qu'est-ce qui va nous passer encore, qu'est-ce qui va nous arriver. Mais c'est de déplacer le problème. Ils vont aller manifester boulevard Saint-Germain, ils vont aller à Montparnasse, ils veulent casser, ils cassent où ils veulent. Dans sa boutique de vêtements, Olga est perplexe. Elle pense surtout à son chiffre d'affaires qui n'arrête pas de baisser. C'est bien d'être sécurisé les champs, mais les clients ne vont pas venir. C'est la même chose. Un autre commerçant m'a confié que ces mesures n'allaient faire que renforcer l'atmosphère qui plane sur les Champs-Élysées depuis le début du mouvement des Gilets jaunes. Cette avenue, dit-il, est devenue une zone morte. Reportage signé Victor Dolande pour Europe 1. Et puis David, une tête est tombée. Oui, celle du préfet de police de Paris, Michel Delpuech, est débarqué. Il sera remplacé par Didier Lallemand, qui était jusqu'ici préfet de région en Nouvelle-Aquitaine. On fait tomber un lampiste pour l'opposition qui aurait préféré voir Christophe Castaner être limogé. Le ministre de l'Intérieur reste en poste. Le Premier ministre, lui, a réitéré sa confiance et il va en avoir besoin de confiance tout à l'heure au Sénat. Christophe Castaner devra s'expliquer devant la commission des lois à 16h30 et les parlementaires ne le ménageront pas. Adrien Beck. Une fois de plus, on montre qu'on ne laisse rien passer. Avec gourmandise, ce sénateur de droite donne le ton, car une nouvelle fois, la majorité sénatoriale compte mettre l'exécutif sur le grill sur le thème « Comment un tel déferlement de violence a-t-il été possible au bout de 18 samedis de mobilisation des Gilets jaunes ?» Tout cela sans esprit polémique, assure-t-on à la commission des lois. Mais quand même, les angles d'attaque sont déjà prêts. Le gouvernement est pris en flagrant délit d'impréparation, lance déjà un poids lourd de la droite qui ajoute « Le maintien de l'ordre ne souffre aucun en même temps ». Car à travers Christophe Castaner, c'est bien Emmanuel Macron qui est visé par les sénateurs. Castaner, ce n'est qu'un rouage, ça déconne au plus haut sommet de l'État, assure un élu. Avec ces auditions, le Sénat entend bien continuer à utiliser son pouvoir de contrôle sur le gouvernement, réaffirmé depuis l'affaire Benalla. Un sénateur s'en amuse. Il va falloir qu'il s'y habitue. Adrien Beck du service politique d'Europe 1 qui parle d'audition au pluriel puisque Bruno Le Maire sera lui aussi entendu au sujet des conséquences économiques de ces violences. Et maintenant, cette information du service police-justice d'Europe 1, le domicile d'Éric Drouet a été vandalisé dans la nuit de lundi à mardi. Éric Drouet, figure médiatique du mouvement des Gilets jaunes, c'est lui qui voulait, vous vous en souvenez peut-être, marcher sur l'Élysée. Il a découvert son pavillon en région parisienne, enduit de peinture jaune. Sa voiture a également été repeinte de la même couleur et les pneus du véhicule ont été crevés. Éric Drouet a porté plainte auprès de la police.
La CGT et Force ouvrière veulent faire entendre leur voix aujourd'hui. Journée nationale d'action interprofessionnelle dans le public et le privé. On attend une mobilisation forte dans les écoles primaires et maternelles. À Paris, une manifestation est prévue à partir de 13h au départ de Saint-Michel jusqu'au Champ de Mars. Les conséquences catastrophiques du cyclone qui a frappé le Mozambique et le Zimbabwe. Oui, le bilan pourrait dépasser les 1000 morts. Selon le président du Mozambique, la tempête a balayé en fin de semaine dernière routes, ponts, hôpitaux, écoles et bien sûr habitations. Beira, la deuxième ville du pays, est détruite à 90%. Écoutez, Christian Payet, responsable de la région pour la Croix-Rouge. Les habitations ont été détruites par le vent, mais également sont inondées. C'est une zone où vivent près de 1 600 000 personnes qui seraient affectées par ce cyclone. On sait que ces habitants ont des besoins d'abris temporaires, d'eau. Il y a des risques d'épidémie, puisqu'il y a des inondations très fortes actuellement, des routes impraticables. Les équipes doivent se déplacer soit en hélicoptère, soit difficilement par bateau. Malheureusement, nous ne pouvons pas atteindre encore aujourd'hui toutes les populations sinistrées. Christian Payet de la Croix-Rouge avec Pauline Jacot pour Europe 1. L'auteur présumé d'une probable attaque terroriste aux Pays-Bas a été arrêté. La police néerlandaise a interpellé un homme originaire de Turquie, soupçonné d'avoir ouvert le feu dans un tramway à Utrecht. Le bilan est de 3 morts et 5 blessés. Et nous allons partir dans le journal de David Doucan en Charente-Maritime, là où les huîtres sont menacées. Oui, conséquence du naufrage du Grande America, la nappe de fioul lourd est toujours en mer. Des barrages flottants ont été mis en place hier, mais on craint toujours l'arrivée des hydrocarbures sur les côtes. Les ostréiculteurs de Charente-Maritime se préparent au pire. Opération mise à l'abri pour les huîtres. Reportage à Fouras, près de Rochefort, signé François Coulon. Pas une minute à perdre, Jonathan et Éric Bénard mettent leur tracteur à l'eau dès le début de la marée basse pour récupérer un maximum d'huîtres stockées dans les parcs de la Pointe de la Fumée. On remonte des huîtres, on remonte du stock. Après, tout ce qui est naissain, 18 mois, malheureusement, on va les laisser à l'eau et on va espérer que ça passe par-dessus. Pour ça, il n'y a rien à faire du tout. C'est un peu la panique ? Un petit peu quand même. Moi, j'ai jamais connu ça. Tout ce qui est la partie naissin, juvénile, ce serait vraiment la catastrophe si c'était touché. Une mortalité, c'est une mévente sur 3-4 ans. 1,5 tonne de coquillages sont immergés dans des bassins en circuit fermé. Elle aussi a déclenché en urgence le plan Sauf qui peut. Véronique Coutin. Je protège mes huîtres, je ne veux pas que mes huîtres soient touchées par la pollution. Je les ressors des parcs et je les remets en clair. C'est une course contre la montre là pour vous ? Pour nous, oui. On a des huîtres au large, mais la mer est dessus, donc on ne peut pas les attraper. C'est une angoisse totale. Si je n'ai plus le droit de vendre mes huîtres, je fais comment ? Tout s'arrête. On se rend malade, Je dors pas, je mange pas. Les 5 salariés de Véronique scrutent eux aussi le large avec la boule au ventre. Tous les ostréiculteurs du secteur vont demander à des huissiers de faire des constats de l'état de leur site avant contamination. S'il y a pollution, on aura des preuves pour attaquer l'armateur. Fouras, François Coulon, Europe. Et à partir de demain débute au Mémorial de la Shoah à Paris une exposition sur le marché de l'art sous l'occupation de 1940 à 1944. L'occasion de parler de la spoliation des Juifs. On estime à 100 000 le nombre d'objets ou d'œuvres d'art volés par les nazis. La moitié seulement a été récupérée après la guerre, mais des chercheurs ne renoncent pas à faire justice. Lord d'Autriche a rencontré Manuelle Pollack, une historienne de l'art qui essaie sans relâche de débusquer des tableaux volés par le Troisième Reich pour les restituer aux descendants des Juifs spoliés. Son dernier fait d'armes, une toile qui vient d'être rendue par le gouvernement allemand à la famille de Georges Mandel, homme politique juif assassiné par la milice française en 1944. L'œuvre a été restituée à la petite fille de Georges Mandel le 8 janvier 2019. Il y a toujours énormément d'émotions parce que quand on restitue un tableau, on ne restitue pas qu'un tableau. C'est une mémoire, c'est une identité. Emmanuelle Pollack se déplace en Allemagne, aux États-Unis, à la recherche d'archives. Elle scrute les catalogue dans les ventes aux enchères et elle est très attentive dès qu'elle réussit à s'approcher d'un tableau. J'aime beaucoup regarder le verso de l'œuvre parce que les dos des tableaux parlent, ils sont bavards, il y a des étiquettes qui peuvent nous donner des pistes à suivre, il y a des marques, des cicatrices. S'il y a aujourd'hui encore tant d'œuvres à retrouver, dit-elle, c'est parce qu'après la guerre, ce sont les mêmes fonctionnaires qui avaient spolié les Juifs qui ont été chargés de restituer les tableaux, mais cette fois-ci avec beaucoup moins de zèle. Lord d'Autriche pour Europe 1. Vous vous souvenez, Nikos, de Florent Manodou ? Évidemment. Bien sûr. Champion olympique du 50 mètres nage libre aux Jeux de Londres en 2012. Eh bien, il annonce son retour à la compétition ce matin dans le journal L'Équipe. Il se consacrait depuis 3 ans à ses autres passions, le handball et le cinéma. On avait surtout pu le voir à la télévision. Objectif pour le nageur, les Jeux olympiques de 2020.
à Tokyo. Vous êtes un grand nageur, m'a-t-on dit, David Doucan. Je l'étais, voyez-vous. J'ai un peu perdu de ma superbe. Non, mais vous avez gardé cette soif de plonger dans l'inconnu de l'information. C'est vrai, c'est bien dit. Pour la décrypter. C'est bien dit, c'est bien dit. David Doucan pour le journal de 8h, tous les jours sur Europe 1.